Bonjour à tous, je suis Amélie Imafo, certifiée PMP et volontaire PMI France. Je suis heureuse de vous accueillir en tant que facilitatrice de la conférence La Cité de la Peur qui sera animée par Karima Trépeau. Cette session sera enregistrée dans son intégralité, incluant vos questions ainsi que leurs réponses. Vos micros seront coupés durant toute la présentation. Et pour poser vos questions, merci d'utiliser la section questions et réponses de l'outil Zoom. Donc, nous aurons une présentation d'environ 40 minutes pour ensuite aborder les principales questions que vous aurez posées et que je reprendrai donc à l'oral. Donc, avant de passer la parole à Karima, nous remercions les sponsors Gold qui sont Michelin, Valence, MBCS, Zen Value ainsi que le PMI France, qui permettent l'existence de ces 2 journées exceptionnelles dédiées à l'agilité. Maintenant, je laisse la parole à Karima pour démarrer sa présentation. À toi, Karima. Merci. Donc, je partage mon écran. Merci à tous pour votre participation et bienvenue à la session La Cité de la Peur. Je commence par me présenter rapidement. Je suis née à Rabat, j'ai étudié et commencé à travailler à Rabat. Ensuite, j'ai déménagé à Paris, Lille et je me suis installée finalement à Lyon. Je ne pensais pas m'installer à Lyon. J'ai 2 enfants, j'ai 13 ans d'expérience dans le monde du Java et j'ai choisi de continuer vers l'accompagnement, vers l'agilité. Mes hobbies, le dessin et les arts martiaux. Donc, je vais vous parler des peurs dont j'ai fait face en travaillant sur de l'accompagnement et sur de la transformation des équipes agiles. Donc, j'ai fait face plus à des obstacles qu'à des peurs. Donc, je vais vous donner des exemples des peurs exprimées par les équipes dont j'ai fait face, des tips pour surmonter ces peurs. Je vais essayer de faire référence au film La Cité de la Peur. Euh, Même si vous l'avez pas vu, c'est pas grave. Vous le connaissez pas, c'est pas grave. Mais pour une petite touche d'humour, je vais essayer de, de faire référence à des scènes du film La Cité de la Peur. Donc, il y aura plusieurs scénarios et dans chaque scénario, plusieurs scènes. Il y aura plusieurs acteurs, une PO, Odile, le Scrum Master Serge, des développeurs, donc Simon, et des stakeholders, dont Patrick. Le premier scénario, je vais vous parler de changement. Donc, quand vous faites l'accompagnement agile, vous déclenchez des changements chez les individus, mais le changement est perçu par la plupart des individus comme un danger. Par défaut, le changement, c'est un danger. Donc là, la première scène, on a un développeur, donc c'est celui qui projette le film Dead Rock, c'est celui qui projette le film Red Dead, et il a l'habitude d'être dans sa petite salle de projection et de parler au téléphone en même temps de projeter le film. Il n'a jamais eu de problème, il a l'habitude de faire ça. Mais récemment, on s'est rendu compte que tous les développeurs qui, avant de projeter le film, ils ont été tués. Tout ça pour vous dire que on va souvent vous exprimer quand vous allez essayer de déclencher un changement si c'est quelqu'un, si c'est une personne, on va vous dire j'ai l'habitude de faire ainsi, etc. Ça a toujours été comme ça. Mais si vous soupçonnez qu'il y a des risques ou des imprévus qui ont été oubliés justement dans la manière de faire de cette personne, il faut lui donner, pour essayer de convaincre, pour essayer de simuler le changement, donner un exemple d'imprévu ou alors juste poser la question.
est-ce que ils ont prévu de gérer cet imprévu d'une manière ou d'une autre. Faites un atelier avec l'équipe. Laissez-les eux-mêmes lister les imprévus ou les risques dans leur process actuel. C'est très important qu'ils le fassent eux-mêmes, qu'ils ajoutent aussi des actions à mener pour pallier à ces risques dans leur process actuel. C'est plus motivant qu'ils le fassent eux-mêmes pour déclencher des questionnements, pour déclencher et pour faciliter le changement. La CM2, juste un clic. Donc là, on a un représentant des utilisateurs finaux, Patrick. Il vient voir Odile, la PO, et il dit Odile, je vais commander 10 souris et 10 claviers, top 1 robustesse, tout ce que tu veux, par utilisateur, parce qu'ils sont obligés de faire 12 clics pour la fonctionnalité qu'ils utilisent toute la journée. Leurs souris et claviers sont abîmés. Je retrouve des claviers, des touches de clavier partout dans les bureaux. Ça va coûter cher. Je dois faire cette action tous les ans, recommander 10 claviers et 10 souris tous les ans. Ça me coûte cher, mais je ne peux pas faire autrement. C'est leur façon de travailler. C'est une fonctionnalité qu'ils utilisent toute la journée. Alors là, Odile lui répond juste un clic. Je vais faire en sorte, avec les développeurs, de vous proposer un seul clic pour cette fonctionnalité. Et là, Patrick, il répond non, non, ils sont habitués, ils ne vont pas adhérer, ça fonctionne bien pour eux, on laisse comme ça. Et là, Patrick lui répond, Odile lui répond, oui, mais c'est un sacré coup quand même. Je m'inquiète aussi pour leur articulation. Là, le Scrum Master ayant peur de cette situation, et des fois, le Scrum Master, vouloir trop en faire, il veut absolument vouloir changer la situation. Donc, il a brainstormé avec les développeurs. Ils ont proposé une solution extrême, la Carioca. Et là, il propose à Odile et il dit, bah, je vais proposer à Patrick de danser ensemble. Et au moment où on se tient les mains, je vais lui couper les doigts pour qu'il n'en garde qu'un seul. Et chaque développeur invitera un utilisateur, ils feront la même chose. Comme ça, on leur laisse un seul doigt pour travailler et ils nous demanderont de moins cliquer. Tout ça pour vous dire que l'utilisateur a peur aussi de changer ses habitudes, pas que les membres de l'équipe. L'utilisateur a peur quand vous proposez des nouvelles fonctionnalités, même si c'est pour lui faciliter la tâche de tous les jours. Donc, commencez par expliquer le pourquoi, donner des arguments de gain de temps, de coût, proposer des maquettes, laissez-le tester lui-même, faites des ateliers ensemble pour qu'il prenne part à la décision et pour que le changement soit appréhendé plus facilement. Alors, la quatrième scène, on a Simon, le développeur, qui n'arrête pas de dire j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim. Il a l'habitude de dire ça pendant les DI. C'est une habitude, on ne sait pas pourquoi. Donc là, c'était juste pour vous parler, pour vous expliquer si jamais vous avez identifié une habitude que quelqu'un fait, mais qui n'apporte aucune valeur, une tâche redondante, qu'on peut automatiser pour éviter la perte de temps, essayez de poser la question. Si c'est une habitude à supprimer, c'est la personne qui ne sert à rien, mais il continue de la faire, essayez de lui demander qu'est-ce qui va se passer si tu ne le fais pas, justement. Si c'est une habitude à automatiser, il faut lui donner des arguments. Voilà ce que tu gagnes en temps si on adopte tel ou tel outil. Tu peux te concentrer sur d'autres tâches qui t'apportent plus de valeur à toi et à toute l'équipe. Donc là, on va dire, par exemple, à Simon, ne nous dis plus que tu as faim pendant les daily, parce que ça n'impacte pas le string goal. Supprime cette habitude, s'il te plaît, pendant les daily. Et dis-nous que tu as faim après le daily. Et on peut manger un pain au chocolat ensemble. La scène 5, on a Simon et Serge en voiture. Et à un moment, Simon vomit.
Et là, le Scrum Master, Serge, il lui demande qu'est-ce qui se passe, tu es malade? Simon, non, non, c'est juste quand je suis contente, je vomis. Tout ça pour vous dire que le changement peut être perçu ou ressenti différemment d'une personne à une autre. Apprenez à connaître les personnes avec qui vous travaillez pour pouvoir adopter les bonnes façons, les bonnes méthodes pour pouvoir mieux les accompagner au changement. Là, on passe à la deuxième série, scénario B, pour parler des craintes selon les rôles, qui sont souvent liés par l'atteinte d'objectifs. Donc, on a peur, selon le rôle de chacun, on a peur justement, on peut développer des peurs liées à l'atteinte. On a peur de ne pas atteindre justement notre objectif. La première scène, la roadmap. Donc là, on a Audit, la PO, qui a présenté sa roadmap. Elle a mis la vision du produit, elle a mis qu'est-ce que les utilisateurs attendent, ce dont ils ont besoin, etc. Mais le Scrum Master lui pose quand même la question, est-ce que c'est bien la roadmap en projet? Et là, elle est énervée, non, c'est pas la roadmap, du coup, c'est le plan d'action du PAP. C'est pour vous dire que le PO, il a peur de ne pas atteindre l'objectif qu'il a promis à l'utilisateur. Surtout si on accompagne un nouveau PO dans une nouvelle transformation d'équipe, pour adopter un nouveau framework, etc. Le PO, il a peur de ne pas atteindre justement l'objectif qu'il a promis à l'utilisateur. On lui parle de sprint planning fait par les développeurs, que c'est les développeurs qui choisissent le scope des sprints. Il peut avoir peur. Enfin, ah non, je laisse le pouvoir aux développeurs, etc. Qu'est-ce qui va se passer? Donc là, c'est au Scrum Master d'apprendre aux développeurs comment ils peuvent définir le sprint goal, comment ils peuvent définir le scope adapté à leur sprint goal, selon les attentes que le PO a exprimées et a expliquées, et selon leurs capacités, selon leur savoir-faire, leur disponibilité, la nature des work items aussi. Des fois, ils sont habitués à avoir les mêmes work items. Par exemple, ils ont toujours les mêmes types de work items. C'est du build, de nouvelles fonctionnalités, etc. Mais pour les prochains sprints, ils vont devoir faire du décommissionnement d'un web service, d'une appli qui existe déjà. Donc, il faut qu'ils sachent s'ils sont capables ou pas. Laissez-leur le temps et apprenez aux développeurs de savoir, d'être capable de définir s'ils sont leur scope et s'ils vont l'atteindre ou pas. Proposer des outils aussi de priorisation et de refinement. Adopter une méthode. Donc il y a plusieurs avis partagés sur le estimate, no estimate. Pour moi, adopter vraiment la méthode adaptée à votre équipe et à votre terrain et à votre contexte de projet. Et à la fin du sprint, on peut demander à tout le monde de donner une note de confiance d'atteinte du sprint goal. J'ai fait la semaine dernière, j'ai assisté à une formation avec une coach, Alice, et il nous a dit que elle, à la fin des sprint planning, elle demande aux équipes de parier quelque chose, juste pour savoir s'ils sont vraiment confiants sur le sprint goal. Alors, la scène 2, on a le Scrum Master qui demande à Simon, est-ce que le sprint goal est toujours atteignable? Bah, Simon, il dit, j'en sais rien, moi, enfin, je sais pas. Et puis, il y a un autre développeur qui arrive, ah, je t'ai entendu parler du sprint goal, mais un incident urgent en prod, euh, je ne sais pas comment on va faire. Ah bah, le Scrum Master, il a eu peur, il a électrocuté le développeur pour
pour ne pas voir l'incident urgent en prod. Tout ça pour vous dire que le manque de transparence, le manque de visibilité, notamment sur l'atteinte du sprint goal, peut générer plusieurs peurs, peut générer des conflits. Inspecter l'atteinte du sprint goal au daily. Ne parlez pas juste de ce que vous avez fait hier ou ce que vous allez faire aujourd'hui. Soyez transparent sur l'avancement ou non des work items, sur les blocages. N'ayez pas peur de partager. J'ai animé une session de partage avec une école, ADA, et les étudiants, ils m'ont exprimé une peur. Ils m'ont dit, nous, on a peur en arrivant dans une équipe en tant que junior, en tant que nouveau, bah, on a peur de dire que j'ai des blocages, que je n'y arrive pas, etc. Alors, je leur ai dit que le pire, c'est de rien dire et d'attendre la fin du sprint pour dire que finalement, tu as été bloqué et tu n'as pas atteint, tu n'as pas fini ton work item. Le mieux, c'est de partager au plus vite pour qu'on puisse t'aider. Le mieux, c'est de savoir partager et synthétiser le problème et le partager au plus vite. Comme ça, l'équipe t'aide. Tu as plus de chances de te débarrasser de ton problème que de rester dans ta bulle, d'essayer de prouver que tu es capable, alors que non, finalement, tu as besoin d'aide. Essayer de partager, c'est ce que j'ai essayé de les rassurer, de leur dire de partager justement ce dont ils sont capables. S'ils ont un work item avec plusieurs sous-tâches, bah, qu'ils disent au PO, voilà, je peux atteindre, je peux faire les 5 premières sous-tâches, mais les 2 autres, je suis bloquée ou je peux pas l'atteindre. Et qu'ils n'oublient pas que le scope, il peut être réadapté justement avec le PO si on se rend compte que finalement, on n'y arrive pas. Alors, le dernier scénario, c'est les états d'âme. Et là, je vais vous partager la première scène. On a Martoni qui a identifié, qui est un développeur qui vient d'arriver dans l'équipe. Il a identifié une faille de sécurité qui peut faire planter la connexion des utilisateurs. Et aucun d'eux ne pourra plus se connecter. Donc, il l'a partagé. À un moment, il entend des voix. Je ne sais pas si c'est réel ou pas, hein. Mais il entend des voix. Tu viens d'arriver, qu'est-ce qu'on fait moi, je préfère que tu fasses ce scandale sur la refactoring de ta classe. Ouais, il bluffe, son pistolet, il n'est pas chargé. Tu nous fais perdre du temps. On préfère finir les user stories de l'Epic plutôt que de discuter d'une faille qui n'existe finalement même pas. Et là, et non, on se rend compte que Martoni n'y bluffe pas. Plantage de la connexion des utilisateurs en prod. Et Patrick, il a reçu malheureusement une balle et il n'a plus de genou. Donc ça, c'est pour vous dire que souvent, quand on est nouveau dans une équipe, on a peur d'être jugé. Et on a peur, on dit, eh ben, j'ai peur que les plus anciens pensent que mon idée est inutile, que je suis incompétent du coup, et que je ne puisse m'adapter ou que mon but est de juste critiquer. J'ai eu l'occasion d'échanger avec un autre Scrum Master sur ce sujet et on avait identifié une situation qu'il avait lui-même vécue. C'est qu'il avait des membres d'équipe qui étaient nouveaux et qui attendaient que l'idée soit exprimée par les plus anciens. Donc ils attendent juste par peur. Ils se disent, ben, si jamais, bon, j'ai cette idée-là, j'ai cet avis, mais vu que les autres, les plus anciens ou les plus expérimentés, ne l'ont pas exprimé, ben, ça veut dire que c'est une fausse idée ou que ça n'existe même pas. Donc, c'est vraiment drôle le fait quand on arrive dans une équipe
le peur du jugement peut impacter les membres de l'équipe. Ce qui peut aider, c'est de parler de la transparence, justement. Donc, en agilité, la transparence, peu importe le contexte et peu importe la situation. On soit des fois des contextes un peu délicats, on ne sait pas quoi faire, on est externe, on vient d'une ESN, on vient d'arriver chez un client, est-ce que je peux exprimer ou pas, etc. Quand on est aussi moins expérimenté que les autres, mais tout ça, faut oublier. L'avis et ton avis et ton ressenti compte. La transparence, alors pourquoi? La transparence, elle permet l'inspection en agilité. Donc, en agilité, on est censé inspecter sur ce qui marche actuellement dans le setup en place et ce qui ne marche pas. Et l'inspection, elle guide vers l'adaptation, elle guide vers l'amélioration. Il ne faut pas oublier qu'être agile ne veut pas dire être parfait. Donc, l'autocritique, l'esprit autocritique est nécessaire quand on fait de l'agilité. C'est ce qui permet justement la transparence, puis l'inspection, puis l'adaptation. Il faut juste ne pas oublier l'approche constructive. J'aime bien cet outil, le feedback power broker. On peut commencer par I like this. Ça veut dire ce que j'ai aimé dans ton approche avant de donner un feedback, que ce soit dans des code reviews ou dans des rétrospectives, et surtout dans les code reviews où j'avais identifié pas mal de tensions après les code reviews qui sont causées par des feedbacks non constructifs. Donc, on peut utiliser, donc, qu'est-ce que j'ai aimé, ce que, justement, on peut améliorer et finir par une conclusion positive. Là, on a une autre scène avec Émile, qui est le serial killer. Donc, c'est lui, le tueur des développeurs qui projetaient avant leur projection de film. Et il n'arrêtait pas de dire qu'il maîtrisait parfaitement la citation. Il dit, on ne peut tromper. Donc, il n'arrêtait pas de dire, d'essayer d'exprimer la citation pour dire qu'il la maîtrise vraiment parfaitement. On ne peut tromper une fois 1000 personnes, mais on peut tromper une fois 1000 personnes. Bref, c'est pas logique. Il refait, ça va pas, il continue. C'était pour vous parler de la peur de l'échec. Donc, on aime dire je maîtrise la situation. Enfin, la plupart des équipes, parce qu'ils ont peur de perte de légitimité, ils ont peur de parler de l'échec. Il faut expliquer aux équipes que l'échec est une bonne occasion de s'améliorer, soit dans les rétrospectives. Essayer d'adopter des rétrospectives qui sont informelles, qui mettent à l'aise les développeurs, qu'ils puissent exprimer leur échec, mais aussi qu'ils ont bien fait pendant le ski. C'est important aussi. Faites des ateliers d'analyse de situation. Si par exemple, vous êtes face à un fait, essayez de déterminer les causes ensemble avec les développeurs, plutôt que de blâmer ou d'essayer de trouver qui a été la cause de ce fait. Essayez de déterminer les causes dans le process actuel qui ont déclenché justement cet échec. Chercher des contre-exemples. Il y a plusieurs outils pour faire ce genre d'atelier, comme le fishbone diagramme ou l'arbre des causes ou les 5 why, etc. Organiser des retours expérience aussi avec d'autres équipes pour qu'ils puissent parler et échanger de leur échec. Et comment ils ont surmonté justement ces échecs. Avant-hier, j'en ai parlé avec une connaissance qui
travaille aussi dans l'agilité, et il m'a fait part de la même chose, que les équipes ont peur de parler de leur échec, soit pendant les rétrospectives ou autres. Alors, ce qu'elle a essayé de faire, et ce que j'ai bien aimé, c'est elle a mis un board avec un arbre où tous euh, tous les membres de l'équipe, que ce soit de son équipe ou dans d'autres départements, puissent mettre des feuilles dans cet arbre. Et ces feuilles-là sont des échecs. Et c'était resté dans l'anonymat. Les autres, tout le monde avait accès à ce board. Tout le monde pouvait lire les échecs des autres parce que c'est un peu rassurant des fois de partager, de juste d'en parler de son échec ou de voir et d'apprendre des échecs des autres et aussi de savoir comment ils ont essayé de maîtriser la situation et comment ils ont pu surmonter leur échec. Alors, la scène 3, on a un développeur qui essaye, avant la sprint review, il a essayé de parler à Patrick en privé, qui est Patrick, le représentant des utilisateurs finaux. Il a dit, j'espère que vous avez le cœur bien accroché parce que c'est une véritable boucherie à l'intérieur. Et c'était une boucherie à l'intérieur. C'était pour vous dire que les sprint reviews, c'est un moment qui déclenche beaucoup de peur. Essayez de travailler les présentations ensemble à l'avance. Souvent, les équipes, ils négligent cette partie juste parce qu'ils veulent finir les work items rapidement avant la fin du sprint. Ils négligent de prendre 1 heure ou 2, justement, pour travailler les présentations, pour travailler comment il va présenter ce qu'il a développé à un utilisateur final. Essayez de le faire à l'avance 1 heure ou 2, ça ne va pas vous faire perdre du temps dans votre sprint. Non. Aidez un membre de l'équipe qui ne se sent pas à l'aise de présenter justement sa fonctionnalité. Essayez de le faire ensemble. Essayez de faire des simulations pour essayer d'avoir des avis et de vous aider justement à mieux préparer les fonctionnalités. Et pour les stakeholders, justement, il ne faut les inviter que s'ils sont vraiment concernés par ce que vous allez présenter. Essayez de préparer un plan de présentation, un planning de la journée, enfin de la sprint review, pardon, pour que les stakeholders quittent ou sachent qu'ils peuvent quitter la sprint review s'ils ne sont pas concernés par tous les sujets. Et il faut avoir en tête que la sprint review n'est pas une simple démo. Faites en sorte que ce soit un générateur de feedback et interaction, parce que c'est une interaction avec ceux qui utilisent réellement ce que vous avez développé. Ce qu'on a essayé de faire dans un projet, c'est de donner la main carrément aux représentants des utilisateurs, de tester lui-même, de découvrir la fonctionnalité lui-même. On lui donne les bases, voilà ce qu'on a fait, mais on lui donne la main sur l'environnement où on a préparé notre incrément produit et on lui dit, bah vas-y, teste. Et comme ça qu'il peut appréhender et nous donner des feedbacks qui sont justement importants lors de la sprint review. Il décide après, c'est ce qui peut décider après le scope des sprints qui arrivent. Et justement, cette approche est très très intéressante parce que dans un projet, j'avais des développeurs qui partageaient le même point de vue. C'est quand ils sont, par exemple, donc on traitait des tickets support. On avait les développeurs, pouvaient communiquer directement avec les utilisateurs finaux, etc. Et là, les développeurs, ils disaient que ils trouvaient que les utilisateurs finaux n'utilisaient pas l'appli ou leur fonctionnalité comme eux, ils ont
comme ils n'utilisent pas finalement la fonctionnalité comme le développeur quand il teste sa fonctionnalité à la fin de son développement. Donc c'était très intéressant de voir la manière dont l'utilisateur utilise ce que tu as développé et toi, comment tu as testé ta fonctionnalité. Là, vu qu'il nous reste un peu de temps, je voulais laisser, vous laisser quelques minutes pour écrire dans les questions-réponses ou dans le chat, écrire une peur que vous avez rencontrée et partager comment vous l'avez surmontée, ou écrivez un obstacle qui a été généré par une peur. Oui, Marc Livet, peur de ne pas prendre la parole dans des réunions stratégiques. Tu veux dire que tu as peur de prendre la parole ou de ne pas te donner la possibilité de prendre la parole dans des réunions stratégiques. C'est ça. C'est qu'on t'empêche d'exprimer ton avis dans des réunions stratégiques. Oui. J'avoue que c'est frustrant. Oui. Parce que quand on fait de l'agilité, justement, on invite les personnes concernées, on invite ceux qui sont concernés par justement, c'est des réunions stratégiques, on invite ceux qui sont concernés par la réalisation, etc. Et c'est vraiment dommage de ne pas leur donner la parole, de ne pas les laisser exprimer leur, leur avis. Et oui, enfin, je te comprends, ça arrive malheureusement dans des structures, c'est de la bureaucratie, etc. Et en agilité, on peut pas permettre ça, mais malheureusement, ça peut arriver malgré. La peur de perdre son boulot. Oui, euh, justement, c'est la même peur dont ils m'ont exprimé les, euh, les étudiants de l'ADA. C'est que pour eux, un premier boulot, décrocher un premier boulot, surtout qu'ils sont en reconversion, euh, c'est très important et c'est difficile pour eux de décrocher ce premier boulot. Et justement, ils m'ont dit, bah, Karima, nous, on a peur de dire qu'on a rencontré tel ou tel obstacle ou qu'on on est bloqué par peur de perdre justement notre boulot. Alors, je leur ai dit que la pire des situations, c'est de rester dans sa bulle, de ne rien dire et de dire que j'ai pas fini. À la fin du sprint, tu dis j'ai pas fini. Alors que pendant tous les daily, tu disais ouais, tout va bien, je m'en sors pas mal, etc. Ça, c'est mal vu et ça peut vous faire perdre votre boulot. Mais si vous essayez d'expliquer voilà ce que je peux atteindre et voilà ce que je peux pas atteindre, j'ai besoin d'aide, voilà pourquoi, etc., je suis sûre que ça passera mieux que de ne rien dire et qu'au final, au bout de 2 semaines du sprint, tu dis bah, finalement, j'ai pas réussi et j'ai pas osé le dire. Mais c'est normal. Euh, alors, Gloria, euh, démo du software non abouti à cause de la peur du développeur d'informer que les tests sont faillis. Peur de ne pas être considéré leader car pas assez expert sur les techniques. Oui, alors oui, justement, des fois quand on fait des démos et si on a des faits, alors si le développeur il savait à l'avance qu'il a un test qui n'est pas abouti, justement, il ne peut pas montrer la fonctionnalité parce qu'elle n'est pas aboutie pendant sa démo. Mais le développeur, il peut cacher, oui, je vois ce que vous dites, il peut casser juste pour ne pas dire qu'il n'a pas fini sa fonctionnalité, il peut casser le fail d'un test. Mais c'est c'est pas top parce qu'on perd en transparence
Et on peut justement, il peut le dire pendant la sprint review, il peut dire, voilà ce que j'ai fait, mais ce test-là, il ne marche pas. Il peut même, s'il est bloqué, l'utilisateur, il peut même le guider pour trouver une solution fonctionnelle qui est plus simple à coder au lieu de cacher que cette partie de la fonctionnalité n'a pas abouti parce que tel ou tel scénario ne marche pas. Peur de ne pas être considéré leader légitime car pas assez expert sur un aspect technique. Oui, alors des fois, oui, des fois les lead tech, j'en ai vu des lead tech qui ont peur, justement. Euh, ils, ils peuvent cacher leur incompétence sur un aspect technique. Oui, ça, je l'ai déjà vu. Mais le mieux, c'est justement de le partager. Parce que dans une équipe agile, on n'est pas censé avoir un dieu et les autres moins bons. Non, dans une équipe agile, même si on a plusieurs profils, des lead dev, etc., mais c'est un partage. Justement, ce qui peut aider, c'est d'animer des ateliers où tous les membres des équipes parlent de leurs plus et moins, qu'est-ce qu'ils veulent améliorer et les compétences dont ils sont vraiment forts. Comme ça, on peut voir les aspects où ils vont être vraiment experts, ils peuvent aider les autres à s'améliorer là-dessus, et les autres, que ce soit un développeur, il peut aider un lead pour justement sur un aspect que l'autre développeur maîtrise mieux, qu'il a déjà vu, etc. Donc non, il faut considérer que dans une équipe agile, en premier lieu, c'est un partage. Donc, essayer, ça passe bien avec les ateliers, de dire, voilà, donc là, on organise un atelier pour essayer de s'exprimer sur les compétences de chacun et sur les axes d'amélioration de chacun, et essayer d'aider chacun à s'améliorer. Alors Fabien, la peur d'être remplacé en tant que chef de projet, après avoir eu le courage de dire non au client, car impossible ouais, d'inclure toutes les modifications dans le budget. Oui, Fabien, ça c'est, on m'a exprimé souvent cette peur. C'est est-ce qu'on a le droit de dire non au client? Et justement, est-ce que tu préfères dire oui et ne pas atteindre l'objectif et que le client soit surpris, qu'il ne soit pas alerté, on lui a dit oui, oui, on va atteindre l'objectif, etc. Mais je ne dispose pas des compétences, je ne dispose pas des moyens pour l'atteindre. Ou alors on lui dit oui et on n'atteint pas l'objectif. Et c'est là où peut-être on peut être remplacé parce qu'on va dire bah, il n'est pas compétent. Il faut le dire le plus rapidement possible. Exactement. Il faut le dire le plus rapidement possible et essayer de trouver des solutions avec lui. Donc, dans le scope que lui, il attend, si par exemple, je ne sais pas, il attend 20 work items sur la connexion d'un utilisateur, alors qu'on peut avoir des fonctionnalités dans l'EPIC connexion utilisateur qui ne sont pas vraiment nécessaires et obligatoires pour qu'une connexion puisse se faire comme il faut. On peut essayer de les négocier et de les reporter pour d'autres scopes. Mais oui, il faut le dire le plus rapidement et essayer de négocier et de réduire le scope avec lui tout en gardant la valeur. Il faut lui demander son objectif, sa valeur. Si son objectif, par exemple, c'est que l'utilisateur puisse se connecter. Et finalement, il s'en fout de la robustesse du test de robustesse de mot de passe ou de CAPTCHA, est-ce que je suis un robot ou pas. Finalement, on peut lui proposer quelque chose et on essaie de déprioriser les fonctionnalités qui sont au final juste des petits plus, mais qui n'apportent pas une valeur directe et urgente à l'utilisateur pour les prochains scopes. Alors, je ne sais pas si tu avais déjà parcouru toutes les peurs qui ont été exprimées dans la discussion, Karima. Oui, oui, on peut passer aux questions. Et on a, Yes. je pense que j'ai fait le tour.
Alors, n'hésitez pas à rajouter, hein, comme vous l'avez fait pour les peurs que vous avez exprimées. N'hésitez pas, s'il vous plaît, à rajouter vos questions dans le chat Ouais. et on les prendra au fur et à mesure. Donc, en attendant, moi, j'en ai une, Karima. Est-ce que tu aurais un ou plusieurs exemples d'outils ou de jeux qui permettraient de mieux connaître les personnalités de son équipe, justement, dans le but peut-être d'anticiper sur leurs éventuelles peurs? Oui, alors pour identifier justement les personnalités et vous, vu que quand on arrive dans une équipe, on ne connaît pas, en fait le meilleur moyen de connaître les personnes, c'est justement de travailler avec eux. Et des fois, on peut essayer de cerner un peu les personnalités justement des membres de l'équipe pour essayer euh, d'adapter notre façon de travailler, d'adapter notre façon de communiquer avec eux, etc. Là, je peux vous partager ça. C'est un article qui présente plusieurs tests gratuits de fonctionnalités. Je vais essayer de vous le trouver. Donc, c'est sous forme de jeu où on présente des situations avec des réponses et on peut, selon la réponse, essayer un peu de cerner la personnalité de la personne ou autre. Mais moi, je pense que le mieux, c'est de travailler avec la personne. Mais bon, on peut avoir des outils qui peuvent aider. Je vous je vous l'ai envoyé. Là, Fabien, il m'a demandé si je suis l'illustratrice des dessins. Oui, c'est moi qui les ai dessinés, oui. J'espère que vous avez reconnu un petit peu les personnages, mais j'ai essayé, même si j'ai modifié quelques répliques, etc., mais j'ai essayé de rapprocher un peu les scènes avec des situations réelles en agilité liées aux peurs. Là, j'espère que ça vous a plu. Donc, on continue. J'espère que vous avez tous pu voir le partage de liens que Karima vous a fait dans le chat. Et Karima, visiblement, la conférence est très appréciée parce que tu reçois des bravos. Alors, moi, j'avais une autre question. C'était de façon plus générale. Là, je vais parler plus de la peur de l'agilité de façon plus générale. Est-ce Mhm. que tu as pu analyser les raisons pour lesquelles les gens ont peur du mot agilité? Oui, en fait, tout simplement, c'est la perte de contrôle. C'est justement quand on dit à un PO, c'est les développeurs qui vont faire le sprint planning, c'est eux qui vont définir le scope selon leurs capacités et tout. Ça fait peur parce que on ne maîtrise plus la situation. Donc c'est tout simplement quand on parle d'agilité, euh, agilité, on peut penser qu'on va perdre la maîtrise des situations. Alors que non, justement, c'est pour essayer que chacun soit dans son rôle et chacun maîtrise ce dont il est amené à faire. Très bien, merci. Alors, on va regarder s'il y a d'autres questions qui sont arrivées. Alors, il nous reste une ou deux petites minutes. Je vais vérifier pour quelques questions si vous en avez. Moi, j'aimerais revenir rapidement, Karina, sur le feedback Power Burger. C'est très intéressant de voir cette image-là. C'est vrai que ça donne un peu faim également. Qu'est-ce que tu Ouais. peux nous dire de plus par rapport à ça? Par rapport au feedback Power Burger, Oui. oui. Donc, ouais, ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est que c'est très important de garder l'approche constructive, que ce soit entre développeurs, par exemple, quand on fait des code reviews, ou entre utilisateurs et équipes, quand ils donnent des feedbacks concernant la fonctionnalité qui a été présentée à lui, essayer de garder une approche justement constructive. De commencer par qu'est-ce que j'ai aimé,
justement, dans ton approche. Si c'est une code review, qu'est-ce que j'ai aimé dans la façon dans laquelle tu as codé, je sais pas, telle ou telle classe. Voilà ce que tu peux améliorer et c'est qu'un avis. Donc, on peut donner des arguments. Pourquoi je pense qu'on peut améliorer tel ou tel aspect sans que ça soit une reproche. Donc, juste, je propose, j'ai d'autres avis que j'aimerais proposer. Donc, je pense que cette partie, on peut l'améliorer, on peut la faire autrement, justement. Et finir par une conclusion positive. C'est-à-dire finir euh, sur une solution, si c'est dans une code review, finir par une solution que tout le monde est convaincu que c'est la bonne à adopter. Merci. Voilà. Alors, je vais remercier Karima Pepo pour cette présentation très intéressante et instructive. Je vois qu'il n'y a pas de questions puisqu'on en a déjà beaucoup abordé dans l'expression des peurs. Toutes les questions, par contre, que vous avez posées, celles qui ont répondu ou non au cours de la présentation, seront transmises aux conférenciers qui pourront y apporter une réponse. Alors, je vous invite à participer aux prochaines séances. Le PIAF continue encore demain. Donc, merci à nouveau à Karima pour cette présentation et ce temps d'échange. Merci à tous. Merci à tous. Au revoir.